Voilà donc, comme je te l'ai dit dans la séquence précédente, je te propose ici une illustration de la relation qui existe entre le champ électrique et le gradient du potentiel. Le champ électrique, c'est moins le gradient du potentiel. Et ça, forcément, ça me permet de connaître le champ à partir de la connaissance de la distribution de potentiel. C'est ça que je voudrais te montrer dans cette séquence, c'est que la connaissance du potentiel te permettra toujours de connaître E grâce à cette relation. Alors voilà, si tu n'es pas tout à fait familier avec la notion de gradient, eh bien, tu dois savoir que ce gradient ne doit pas être un obstacle pour calculer le champ. Le gradient est un vecteur qui cache simplement les dérivées partielles par rapport aux coordonnées d'espace. Et donc, si tu connais la distribution de potentiel en termes d'une fonction de ces trois coordonnées, eh bien, tu seras toujours capable de calculer ce vecteur gradient. Pour t'en convaincre, voilà, je te donne ici un exemple de distribution analytique de potentiel. Voilà, elle est représentée ici de manière tout à fait symbolique avec des niveaux de couleurs. On est à 3 dimensions, donc je n'ai pas un graphe pour cette fonction-là. Je représente cette fonction ici avec des niveaux de couleurs. Voilà la fonction que je te propose, ax fois y carré plus z carré. C'est un exemple de fonction analytique tout à fait dérivable et qui va permettre de calculer ces dérivées partielles. La dérivée partielle par rapport à x qui te donnera la composante en x du gradient, eh bien, on va tout simplement la voir ici en considérant que seul x est la variable. Je ne dérive que par rapport à x. Y et z sont des constantes, et donc y carré plus z carré qu'on voit dans cette parenthèse, c'est une constante au même titre que la constante a qui est là. Et donc je n'ai que x à dériver, et x dérivé par rapport à x, mais ça me donne 1. Et donc je retrouve bien le résultat qui est ici. A fois y carré plus z carré, c'est-à-dire la constante qui multiplie x. C'est une évidence. La dérivée par rapport à y, pour avoir la composante en y, eh bien, ce sera tout simplement ici la dérivée que j'obtiens en considérant que seul y varie. X est devenu une constante, z carré est toujours une constante, au même titre que a. Et donc je vois que j'ai un premier terme ici en a, x, y carré, que je dois dériver par rapport à y carré dérivé par rapport à y, mais ça me donne 2y, et j'ai donc bien 2axy, comme je le représente ici. Z carré étant une constante, le z carré apparaît comme multiplié par ax qui est aussi une constante, j'ai donc ax z carré qui est une constante. En plus, je dérive une constante, j'obtiendrai 0, donc je ne dois rien rajouter à ceci, c'est fini, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Même chose en z bien sûr, puisque y et z jouent exactement le même rôle dans cette expression, j'obtiendrai exactement la même expression en remplaçant y par z, bien entendu, puisque c'est par rapport à z maintenant que je dérive. Voilà, tu as compris. Calculer le gradient n'est jamais quelque chose de très difficile, pour autant que la fonction ici soit dérivable et que les dérivées ne soient pas trop compliquées à calculer. Alors peut-être que ça t'apparaît encore un peu abstrait vu comme ça, avec ces y, z et en plus la constante a là, mais tu dois bien comprendre que ton professeur pourrait te donner ici une valeur numérique de a. Alors elle serait donnée en volts par mètre cube, tu vois que x c'est une position, donc c'est donné en une unité de longueur, y et z, même chose. J'ai donc des mètres fois des mètres au carré, des mètres cubes. Donc j'ai bien A qui serait donné en volts par mètre cube. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ton professeur pourrait te donner une valeur numérique, et puis il pourrait te demander de calculer le gradient en un point précis donné. Que je vais symboliser ici encore avec des symboles, x0, y0, z0, mais ton professeur pourrait te donner des valeurs, je ne sais pas moi, tu es à 2 cm de l'origine ici, à 3 cm pour y0, et à 4 pour z0 par exemple. Donc de nouveau des nombres, eh bien, toutes ces valeurs de x, y, z et a, eh bien, il suffit de les remplacer ici dedans pour avoir les 3 composantes du gradient qui vont donc apparaître ici. Et donc ce que tu dois comprendre ici, c'est que ce gradient, c'est un vecteur, donc tu pourras toujours calculer les composantes en tout point. Voilà, tu mettras la valeur de a ici, tu prends ta calculette et tu multiplies par y0 au carré plus z0 au carré, tu obtiens une certaine valeur, ce sera la composante en x, même chose pour la composante en y, même chose pour la composante en z. Et donc tu auras bien ce vecteur de manière très concrète. Tu auras les 3 composantes du vecteur qui pourraient éventuellement te permettre de le représenter. Et tu peux faire la même chose en tout point, du moment que tu connais chaque coordonnée de chaque point. Voilà, tout ça pour te dire que ce gradient, eh bien, ce n'est pas un problème, tu auras toujours accès au gradient, et donc tu pourras toujours calculer le champ électrique associé à une distribution de potentiel donnée. Voilà, on peut aussi bien sûr travailler sur l'interprétation pour travailler de manière qualitative. C'est ce que je vais faire maintenant. Je suppose que je connais ici une distribution de potentiel de manière qualitative.
Tu vois que c'est une distribution de potentiel relativement quelconque ici, représentée avec des équipotentiels. Alors les équipotentiels sont des surfaces, bien sûr, hein, mais ici, elles sont vues en coupe hein, dans le plan de ton écran, et elles apparaissent donc comme des lignes, hein, ces surfaces équipotentielles. Voilà. Alors, il y a un lien entre le champ électrique et ces équipotentiels, il y a un lien évident. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Eh bien, tout simplement en considérant un petit déplacement ici perpendiculaire au champ. Je prends ce petit déplacement perpendiculaire au champ et je m'intéresse ici à la différence de potentiel que j'ai entre les extrémités de ce petit vecteur dl. Autrement dit, je m'intéresse à la différentielle du potentiel associé à ce vecteur infinitésimal dl. La différentielle ici, dv, elle est par définition donnée par le produit scalaire du gradient avec le vecteur déplacement dl. Hein, ça, c'est la théorie du gradient qui doit t'y amener. On a encore revu ça dans la séquence précédente. Hein, mais si tu n'es pas encore assez à l'aise avec ça, je t'invite à aller revoir les séquences consacrées au gradient où tout ceci est expliqué extrêmement clairement, notamment en lien avec la notion de dérivée directionnelle. Bref, je suppose que ceci, tu le comprends. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que le saut de potentiel que j'ai en me déplaçant perpendiculairement au champ ici, eh bien, il est tout simplement nul. Parce que si je suis perpendiculaire au champ, eh bien, je suis aussi forcément perpendiculaire au gradient. Puisque le gradient est opposé au champ, le champ est opposé au gradient avec le signe moins qui est là. Et donc, si je suis perpendiculaire au champ, je suis aussi perpendiculaire au gradient. Et donc, j'ai bien 0 ici. Si je suis perpendiculaire au champ, j'ai une variation de potentiel qui est nulle. Ça veut dire qu'en me déplaçant perpendiculairement au champ, ici dans une petite zone infinitésimale du point de calcul du champ, eh bien je ne varie pas le potentiel. Ça veut dire que je suis sur une équipotentielle. Ça veut dire que les surfaces équipotentielles sont partout perpendiculaires au champ. Le champ est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Et ça te permet d'un seul coup d'œil de anticiper la façon dont le champ électrique va se distribuer. Comme ça, en regardant simplement les équipotentiels. Tu sais que le champ va être dirigé comme ceci, perpendiculairement aux équipotentiels. Ici, il sera dirigé par là. Ici, il va être dirigé par là. Voilà. On peut même aller plus loin en regardant la façon dont les lignes équipotentielles ici sont resserrées. Plus elles sont resserrées, plus la variation de potentiel est rapide, est importante. La pente de potentiel ici va être importante, puisque pour un dl donné, on aura bien ici une variation de potentiel qui sera plus grande là où les lignes de champ sont resserrées que là où elles sont pas resserrées. Ici, elles sont très espacées, les lignes. Ça veut dire que pour un dl donné, j'ai un dv qui est petit. Ici, pour un dl donné, j'ai un dv qui est grand. Si le dv est grand pour un dl donné, ça veut dire que le gradient est grand. Et donc, je sais ici que le champ sera plus grand là où les lignes équipotentielles, les surfaces équipotentielles sont resserrées par rapport aux endroits où elles ne sont pas resserrées. Voilà, donc je sais qu'ici le champ est dirigé par là et est plus grand ici que là. Voilà, et comme ça, d'un seul coup d'œil, je pourrais représenter le champ en tout point. Alors, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire pour un exemple plus simple de champ électrique, le champ électrique du dipôle. Ceci est un dipôle électrique. J'ai une charge plus Q ici, une charge moins Q là, c'est-à-dire que c'est un système de deux charges ponctuelles de même valeur absolue, mais de signes opposés. Et que ce qu'on voit ici, je vois les surfaces équipotentielles représentées en coupe toujours dans le plan de ton écran, ici avec ces lignes rouges. En réalité, ce sont des choses qui ressemblent à des boules comme ceci, des sphères. Quand je suis très proche de la charge, ça va être des petites sphères, et puis ces sphères sont de plus en plus déformées, plus je m'éloigne de la charge. Bref, si tu ne regardes que les équipotentiels rouges, et si tu traces une ligne qui est partout perpendiculaire à ces équipotentiels, eh bien tu vois que tu vas reproduire ici la ligne de champ qui elle est représentée en bleu. Voilà, donc tu pourrais par toi-même représenter ces lignes de champ sans aucun problème. Et ça signifie bien que quand on connaît la distribution de potentiel, eh bien on connaît aussi le champ. On voit ici que je peux tracer sans aucun problème en me déplaçant toujours perpendiculairement aux équipotentiels. Je finis par dessiner cette ligne de champ sans aucun souci. Voilà, alors les lignes de champ, on sait bien qu'elles représentent le champ. Le champ, c'est les vecteurs qui sont partout perpendiculaires ici aux équipotentiels, c'est-à-dire tangentes aux lignes de champ.
perpendiculaire aux équipotentiels ou tangent aux lignes de champ, ben, ça veut dire la même chose, puisque les lignes de champ sont partout perpendiculaires aux équipotentiels. Voilà. Seule chose peut-être ici, pour avoir une information sur le module du champ, on voit que ici les lignes de champ sont bien espacées. On sait bien que plus les lignes de champ sont espacées, plus le champ est petit. Là où elles se resserrent, ce qui est le cas ici, ici j'ai beaucoup de lignes de champ, ça veut dire que le champ est bien plus grand ici que là. Et on constate que ça s'accompagne aussi de la densité d'équipotentiels. On voit qu'ici les équipotentiels dans cette zone-ci sont beaucoup plus serrés. Et donc là où les lignes de champ sont serrées pour indiquer que j'ai un champ important, eh bien j'ai aussi des équipotentiels qui sont serrés pour indiquer que la variation potentielle est la plus grande dans cette direction-là. Et c'est bien dans cette direction-là que s'inscrit le champ. Le champ va toujours dans la direction de plus grande variation, négative du potentiel bien sûr, puisque le champ c'est moins le gradient du potentiel. Le gradient indique la variation positive du potentiel, le champ indique la variation négative du potentiel. Et le champ indique donc la variation, la direction de plus grande variation négative. La plus grande chute de potentiel, on l'obtient dans la direction du champ électrique. Voilà, comme ça, l'interprétation de cette expression n'a plus de zone d'ombre pour toi. Tu maîtrises ceci et tu vas donc pouvoir visualiser un champ électrique à partir de la connaissance du potentiel. Voilà, ce que je te propose maintenant, c'est un dernier exemple. C'est le calcul du champ électrique qui est dû à une charge ponctuelle. Alors tu vas me dire, c'est évident, on sait bien que ça, c'est le champ de Coulomb. Eh bien voilà, ce que je te propose de faire ici, c'est de repartir du potentiel coulombien pour obtenir le champ coulombien, le champ de Coulomb. Ça paraît bizarre, mais c'est une manière d'illustrer la loi E est égale à moins gradient V. Voilà, donc je vais considérer la charge ponctuelle. La surface équipotentielle est donc une sphère, bien sûr, et sur cette sphère, le potentiel est connu, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R, où R est forcément le rayon de la sphère. C'est la distance à laquelle je me trouve de la charge. Le potentiel en ce point x, y, z est donné par ceci, où R est tout simplement la distance entre l'origine ici, la charge, et ce point donné. Donc voilà, ça tu connais bien. Et bien maintenant, je vais calculer le champ à partir de la connaissance ici, de cette relation, c'est-à-dire à partir du gradient. Alors le gradient, il est donné par les dérivées partielles par rapport aux coordonnées d'espace, et donc je vais devoir exprimer R ici en fonction de ces coordonnées cartésiennes d'espace. Alors pour ça, je vais introduire ici le repère cartésien x, y, z, je vais l'attacher à la charge elle-même, c'est-à-dire que la charge se trouve à l'origine de ce repère, de manière à ce que le point de coordonnées x, y, z ici, auquel je m'intéresse au champ, puisse être exprimé très facilement, d'exprimer R très facilement, en fonction de ceci. Grâce à ce repère, je peux exprimer R très facilement. Et j'obtiens donc la racine de x carré plus y carré plus z carré. Voilà, c'est bien la distance qui est là, c'est la distance euclidienne. Si je suis ici à l'origine et que là je suis au point x, y, z, effectivement, la distance que j'ai entre ces deux points, c'est la distance euclidienne que j'ai ici, que je vais noter avec, à la place de la racine ici, un exposant 1/2. Ce qui revient au même, bien sûr, mais si j'utilise ça, c'est parce que j'utilise des formules pour la dérivée que j'ai à faire ici. Je veux dériver par rapport à x le potentiel ici, dans lequel effectivement je vois que R dépend de X, donc je sais faire cette dérivée, et voilà ce que ça donne, cette dérivée. Alors pour t'expliquer ce résultat, je vais expliquer ici ce que j'ai fait. J'ai tout simplement utilisé la formule suivante, où le U qui apparaît ici, ce n'est rien d'autre que l'intérieur de la racine que j'ai ici, c'est x carré plus y carré plus z carré. Ok, de manière à ce que R, ce soit U exposant 1/2, et donc tu dois remplacer ici le 1 sur R par 1 sur U exposant 1/2. C'est exactement à cette dérivée-là que je m'intéresse. Je m'intéresse à la dérivée de 1 sur U exposant 1/2, c'est-à-dire de 1 sur R. Ok, si tu vois bien ce que c'est que U exposant 1/2, c'est le R qui est là. Ok, donc c'est bien ça que je fais. Je suis bien en train de calculer ici la dérivée partielle de 1 sur R. Ok, et ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est moins 1/2 de U' sur U exposant 3/2. Et ça, tu sais sans doute d'où ça vient. Ça vient tout simplement de la formule qui donne la dérivée d'une fonction exposant n. On sait bien que c'est n pour la dérivée de la fonction
fois la fonction exposant n-1. Il me suffit de dire que n vaut moins 1,5 puisque je l'ai ici au dénominateur. Et donc le n ici, je le remplace par moins 1,5. Et le moins 1,5 moins 1 ici qui me donne moins 3,5, ben je le retrouve ici à l'exposant 3,5 au dénominateur, bien sûr. Voilà. Et le u', eh bien on le retrouve ici, bien sûr. Et ce u', qu'est-ce que c'est? Sachant que c'est une dérivée partielle par rapport à x que je fais, eh bien je vais dériver le x carré par rapport à x, ça me donne 2x. 2x ici pour le u'. Les deux vont se simplifier et il me reste moins x, comme tu peux voir ici. Voilà, moins x fois le facteur, bien entendu, 1q sur 4 pi epsilon 0, ça on n'en parle pas, il est évident. Et puis ici, tu vois que j'ai u exposant 3,5, le u exposant 3,5 qui est bien là. Et le u, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement r carré. Le u, c'est r carré, puisque r, c'est u exposant 1,5. U, c'est r carré, et donc je vois que j'ai r carré ici exposant 3,5. Ça veut dire que j'ai r cube, en fait. Et ça, je vais l'écrire. Parce que maintenant que les dérivées sont faites, eh bien, là où je vois r, je peux le remplacer par r, puisque c'est bien plus facile à interpréter, bien entendu, que l'expression qui est ici. Donc voilà, je vais l'écrire avec r cube ici, à la place du u exposant 3,5 j'avais ici, c'est-à-dire x carré plus y carré plus z carré exposant 3,5. Voilà donc ce que j'obtiens. Moins x, le moins x, fois q sur 4 pi epsilon 0 r cube. Voilà, ça c'est ce que me donne la dérivée partielle par rapport à x. Maintenant, je dois faire la dérivée partielle par rapport à y. Je mets le résultat ici qui m'intéresse. Je fais la dérivée par rapport à y. Et on voit bien sûr que x et y jouent exactement le même rôle. Et donc, tout le travail sera tout à fait identique par rapport à y. Et donc, je reprends ce résultat-ci. Mais comme j'ai dérivé cette fois-ci par rapport à y, ben c'est forcément y que je vais retrouver ici. De même pour z, bien sûr. C'est z que je vais retrouver ici, avec un facteur commun pour les trois composantes que j'ai ici, qui sera moins q sur 4 pi epsilon 0 r cube. Et on voit que le x sera multiplié par un x, le y par un y, et le z sera multiplié par un z. Donc revois bien ceci, j'ai bien le facteur commun, moins q sur 4 pi epsilon 0 r cube, avec x1 x, y1 y, z1 z. x1 x, y1 y, z1 z. Voilà. Maintenant, il me reste à interpréter ceci. Qu'est-ce que c'est que ce x? Un x plus y1 y plus z1 z. Ben, c'est forcément le vecteur position du point de calcul. Si je multiplie x par un x, y par un y, z par un z, j'exprime ce point, cette position, je l'exprime à partir de son vecteur position. Ça, c'est le vecteur position. Ce vecteur position a pour norme r, forcément. OK. Et donc, je peux le remplacer par le vecteur r, 1r ou 1r, le vecteur unitaire radial que tu connais bien. Je peux dire que ce vecteur-là, c'est r1r. Ceci, je peux le remplacer par r1r, le vecteur qui va jusqu'au point de calcul. Et c'est donc ce que je vais faire. Je le remplace par r1r. Je vois qu'il y a une simplification partielle ici qui me laisse un r carré. Et c'est fait. J'ai calculé le gradient. Je vois que le gradient, c'est moins q sur 4 pi epsilon 0 r carré 1r. Je l'ai donc, le voilà. C'est ce vecteur-là que je représente ici, bien sûr, très schématiquement. C'est un vecteur qui va vers moins 1r. Le vecteur unitaire radial, il s'éloigne toujours de l'origine, rappelle-toi, c'est comme ça qu'il est défini. Et donc, moins 1r, lui, se rapproche de l'origine, bien sûr. Ça, c'est le gradient du potentiel. Et tu vois que le gradient du potentiel pointe dans la direction de plus grande variation du potentiel. C'est en suivant cette direction-là que le potentiel va croître le plus. C'est normal, c'est le potentiel coulombien. Il varie en 1 sur R, et plus R est petit, plus le potentiel est grand. Voilà, et on voit que le champ, c'est le contraire. On voit que le champ, c'est moins le gradient du potentiel. Ça veut dire que le champ, comme je te le disais tout à l'heure, va toujours être dirigé vers les valeurs décroissantes du potentiel. Les valeurs les plus décroissantes du potentiel, puisqu'en allant dans l'autre sens, j'ai les valeurs les plus croissantes. Ok, donc voilà, le champ électrique montre toujours la direction de plus grande décroissance du potentiel. Et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Il me reste juste à multiplier ceci par moins 1, puisque le champ électrique, c'est moins le gradient du potentiel, le moins par moins donnera plus. Et je retrouve, bien sûr, comme attendu ici, le champ coulombien. Ce n'est absolument pas une surprise, tout ceci te montre la cohérence de tout ça. Ce qu'on a fait dans cette séquence, eh bien, c'est tout simplement calculer ce champ électrique à partir de la connaissance de la distribution de potentiel. Je suis passé de là
Et je suis arrivé au champ, et bien sûr, ce qu'on avait fait auparavant, c'était le contraire. On avait d'abord pris le champ coulombien, qui est un champ qu'on obtient expérimentalement. Hein, voilà, Coulomb a mesuré ça expérimentalement. Et à partir de cette loi expérimentale, on a construit le potentiel en suivant l'idée de Laplace, hein, selon laquelle il existe à tout champ, toute distribution de champ électrique, il existe une distribution de potentiel, il est associé une distribution de potentiel selon la formule ici qu'il avait empruntée à Lagrange, hein, à la notion de potentiel gravitationnel. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on avait travaillé auparavant, mais on voit qu'on peut très bien remonter là en utilisant la formule qui est ici. En gros, dans cette séquence, ce que j'ai fait, c'est te montrer l'équivalence entre la formule de définition du potentiel et la petite formule ici qui te permet de calculer le champ à partir du potentiel. Ces deux formules sont tout à fait équivalentes. Voilà, c'est fini pour cette séquence. Je te dis malgré tout à bientôt parce que tu verras hein, que cette relation ici entre champ et potentiel va conduire encore à une équation bien connue de l'électrostatique qu'on appelle l'équation de Laplace ou l'équation de Poisson. Tu verras que ce sont deux équations légèrement différentes qu'on obtient en combinant ceci à la loi de Gauss. Voilà, je t'invite pour cette dernière séquence consacrée au potentiel. Je te dis donc à bientôt et te remercie pour ton attention.